Bonjour à tous. Après le triomphe planétaire de ma petite histoire de petits plats, vous avez été des millions à me demander une suite, et comme je n'aime pas décevoir mes fans, j'ai accédé à votre demande. Voici donc Petite histoire de petits plats 2, le défi du retour de la vengeance. Prenez vos rondes serviettes et installez-vous. Ah, la bouillabaisse, plat emblématique de la cité phocéenne. Bon, j'arrête avec l'accent. Alors, la bouillabaisse est une soupe de poisson, accompagnée de croûtons de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, de morceaux de poisson et de pommes de terre. Son nom vient du provençal bouillépis, qui signifie bouillir le poisson. Son origine remonte à l'Antiquité. C'est sur le site du Vieux-Port qu'aurait été créée cette soupe du pauvre, réalisée à partir de poissons de roche, invendables ou invendus, restés au fond des paniers au retour de petites pêches. La bouillabaisse actuelle est réalisée avec des poissons de roche fraîchement pêchés, cuits dans un courbouillon d'eau ou de vin blanc. Ces poissons sont la rascasse, le rouget, le Saint-Pierre, la dorade, le merlan, la lotte ou encore le grondin, nommé localement la galinette. Mais c'est quoi, Galinette? En 1980, une charte de la bouillabaisse a été définie par les principaux restaurateurs de Marseille pour définir les ingrédients et la présentation de base. Cette charte a été établie en réaction aux nombreux restaurateurs peu scrupuleux qui servaient dans les lieux de restauration les plus touristiques sous le nom de bouillabaisse n'importe quelle soupe de poisson. Il existe plusieurs variantes. La bouillabaisse borgne, aux œufs, la bouillabaisse noire, à l'encre de sèche, et même une bouillabaisse liée au beurre dite parisienne. C'est honteux! Ce plat est tellement célèbre qu'on a baptisé l'astéroïde 8523 bouillabaisse. Le couscous est l'un des plats emblématiques de la cuisine du Maghreb. Il est intégré dans la cuisine française au début du XXe siècle via l'Empire colonial et les pieds noirs d'Algérie. C'est un plat d'origine berbère d'avant la conquête arabe. Lors de l'islamisation de l'Afrique du Nord, les conquérants découvrent la semoule qu'ils adoptent. Le couscous devient vite le plat emblématique de l'Afrique du Nord. D'après une légende, un chef de tribu menaça sa femme, fraîchement convertie à l'islam, de la tuer dans le cas où elle serait incapable de préparer ce plat, pour elle encore inconnu. Pour rappel, le couscous est l'association de deux plats, la semoule de blé cuite à la vapeur et le bouillon de légumes avec la viande. On peut y mettre du mouton ou du poulet, des merguez, de l'agneau et même du chameau. Si vous avez l'occasion de visiter un jour Berlin, vous aurez du mal à échapper à la Currywurst. Mais non, j'ai dit la Currywurst. Ça c'est Conchita Wurst. Je vais finir par le lourder ce monteur. La Currywurst est apparue à Berlin après la Seconde Guerre mondiale. C'est la restauratrice Herta Höver, gérante d'un snack bar, qui fut la première à élaborer la célèbre sauce au curry, sauce qu'elle servit sur une saucisse grillée sans peau. Le succès de la saucisse sans peau est dû à la situation critique de l'après-guerre. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le boyau naturel était devenu une denrée rare. Aujourd'hui, en Allemagne, plus de 800 millions de currywurst sont consommés chaque année. La fameuse saucisse est devenue le symbole gastronomique de Berlin, au point qu'en 2011, la poste allemande a sorti un timbre ayant pour motif une currywurst. Allez, on passe à la suite. Le coq au vin est un mets emblématique de la cuisine française, à base de découpes de coq marinées, puis braisées dans un vin rouge, agrémenté d'un bouquet garni, de lardons, de champignons, de carottes et d'oignons. Une légende raconte que le chef de la tribu des Arvernes, Vercingétorix, qui avait fait l'union des tribus pendant la guerre des Gaules, aurait fait envoyer à son assiégeant, Jules César, un coq gaulois, en symbole de la combativité, agressivité et orgueil des guerriers gaulois, lors du siège de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Mais l'orgueilleux général romain ne se laisse pas impressionner. Lors d'une trêve, Jules César le nargue à son tour en l'invitant à un dîner où il lui fait servir son coq mijoté au vin. N'appréciant pas ce trait d'humour, Vercingétorix et ses 30 000 guerriers infligent le lendemain une défaite militaire historique à Jules César et à ses légionnaires.
Comme quoi, il faut toujours se méfier des personnes qui n'ont pas d'humour. Allez, j'apporte le plateau de fromage. Selon la légende, l'histoire du camembert commençait en octobre 1791, lorsque Marie Harel, une habitante de la ville de Camembert, aide le prêtre réfractaire alençonnais Charles-Jean Bonvoux à échapper aux républicains. Ce curé, prétendument originaire de Brie, l'aurait alors remercié en lui révélant le secret de fabrication du fromage Briard. Sa fille et son époux augmentèrent peu à peu la production de ce nouveau fromage. Napoléon III, lors d'un séjour effectué à Argentan, l'aurait goûté, apprécié et se le fait livrer à son palais des Tuileries. C'est ainsi qu'aurait commencé la fortune du camembert. L'inclusion d'une portion de camembert dans la ration militaire durant la Première Guerre mondiale contribua également à la diffusion du produit. C'est vrai ça! Symbole de son aura auprès du consommateur, il existe des collectionneurs de boîtes de camembert, les tyrosémiophiles. C'est le plus célèbre des fromages corses. Dans la langue locale, caju merzu signifie fromage pourri. C'est une tome de brebis ou de chèvre qui est laissée à mûrir dans un lieu aéré et ouvert aux mouches. Celles-ci y pondent leurs œufs. Devenus larves, ces petits vers vont se nourrir du fromage. Ces larves amènent le fromage à un stade de décomposition par leur action digestive qui engendre un niveau avancé de fermentation. Les amateurs disent que ce fromage pourri marche tout seul grâce à ses asticots. Ils se consomment de 3 façons, soit quand les vers sont encore dedans, soit une fois que les vers sont partis, soit en le faisant chauffer. Selon les amateurs, tant que les larves sont vivantes, il n'y aurait pas de risque d'infection alimentaire. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des vers. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Allez, vous prendrez bien un dessert? L'origine de la fameuse galette remonte elle aussi à l'Antiquité. La galette des rois tire son origine des fêtes des Saturnales, durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Ce roi d'un jour disposait du pouvoir d'exaucer tous ses désirs pendant la journée, comme donner des ordres à son maître, avant de retourner à sa vie servile. À l'ère chrétienne, cette coutume païenne a été reprise pour l'associer à la célébration des rois mages lors de l'épiphanie. أنا غاسبار مالك مروة سرفانداتس خلاف فرس مزداس الذي خلاف سمرة سلسلس الذي خلاف ميلوداكوس الذي خلاف. Quand vint la Révolution, le nom même de galette des rois fut un danger. Les sans-culottes renomment donc l'épiphanie en fête du bon voisinage, et un décret recommande de partager la galette de l'égalité, qui apparaît bientôt sur toutes les tables familiales. Pour info, l'habitude de collectionner les fèves s'appelle la fabophilie. Dites-moi pas qu'il a tout vendu, Pinaise. Où est mon donut? Où est mon donut? Il n'y a pas d'accord sur l'origine de cette pâtisserie. Il faut distinguer les recettes de beignets, arrivées d'Europe avec le colon, des recettes du populaire beignet de forme annulaire, plus contemporain, mais dont l'origine demeure obscure. L'introduction du beignet est revendiquée par les Québécois, qu'ils appellent le beigne. La première référence au terme donut apparaît dans un livre de cuisine en 1803. Il connaît un tel succès que dès 1921 sort un film intitulé Love and Donut. Le donut est aussi considéré comme la pâtisserie préférée des officiers de police. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour être complet, dans une prochaine vidéo, j'évoquerai un célèbre digestif, donc pensez à vous abonner pour ne pas le louper. A très bientôt.